Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, rediffusion mardi 20h. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour, bonsoir, selon vos heures et zones d'écoute. Nous sommes ravis de vous savoir toujours nombreux à l'écoute de Gabon Politique, une émission de promotion du débat démocratique dans notre pays et qui est née au mois de juillet 2019. Ça fait donc 1 an. Pour marquer ce premier anniversaire, nous avons fait de façon stratégique un choix. Nous avons choisi d'inviter un ministre de la République, lui aussi chargé de promouvoir un indicateur important de la démocratie, la gouvernance. Il s'agit de Maître Francis Keyanzigé, ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Notre invité est également membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le compte de la province du Wellington. Monsieur le ministre Nkeya, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? D'abord, félicitations pour votre reconduction au gouvernement, dirigé cette fois par une dame. Merci. Et comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, nous sommes ravis de la promotion des femmes en général. Vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes à des responsabilités très élevées. C'est véritablement la destinée de la femme. Et nous en sommes très ravis. Je suis Claudette Eworé, avec moi Achille Mwanda Moussoti. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Monsieur le ministre, avant d'engager le débat, nous vous rappelons l'esprit et le but de ce rendez-vous hebdomadaire sur Radio Gabon. En effet, l'émission qui existe depuis 1 an déjà est une tribune que la chaîne nationale offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à ces acteurs de partager leurs visions et convictions en faveur du développement de notre pays et surtout pour garantir la vitalité de notre système démocratique. Ce lieu d'échange se veut donc constructif et sans tabou. Les questions sont ouvertes, parfois embarrassantes, mais elles s'inscrivent dans la logique du devoir de vérité et de responsabilité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français, que je cite: « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Fin de citation. Un commentaire à ce niveau, monsieur le ministre? Non, pas de commentaire. Voilà. Vous êtes membre du gouvernement depuis plusieurs années, mais les Gabonais ne vous connaissaient vraiment pas trop jusqu'au jour où vous avez touché leur cœur avec votre mise en garde contre les citoyens délicats. Bref, nous y reviendrons. Juste pour vous demander de vous présenter à nos auditeurs, quel est votre parcours professionnel avant de vous engager en politique? Bon, je peux vous dire en substance que moi, je suis avocat. J'ai commencé en 1992. J'ai prêté serment en 92 et je suis resté avocat jusqu'au jour où je suis rentré au gouvernement. Parallèlement, je suis enseignant permanent à la faculté de droit des sciences économiques au département de droit privé. Donc, je suis maître assistant et j'ai soutenu une thèse sur les droits de la défense en matière pénale. Voilà, donc je travaille beaucoup sur les droits de l'homme, les droits de la défense, les droits des minorités, les droits des personnes particulièrement fragiles. Voilà, donc enseignant. Et j'ai été aussi admis comme avocat à la Cour africaine des droits de l'homme, donc en Tanzanie, à Arusha. Donc j'allais souvent défendre des dossiers là-bas qui rentrent dans le cadre des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme, c'est un peu le pendant de la Cour européenne des droits de l'homme,
qui est à Strasbourg. Voilà, donc c'est un peu le parcours. Et j'arrive au gouvernement en 2016 jusqu'aujourd'hui, et j'ai fait beaucoup de ministères. J'ai commencé par le ministère des Relations avec les institutions chargé du dialogue politique, après le ministère de la Justice, le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Éducation nationale, et actuellement je suis au ministère de la Bonne Gouvernance. Ministère de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption. Voilà. Le prétexte de votre invitation ici. Oui. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la bonne gouvernance d'après vous? Bon, moi j'ai essayé de la définir à plusieurs reprises. La bonne gouvernance est un ensemble de règles, de droit et d'éthique. C'est-à-dire qu'il faut là-dedans des règles de droit et des règles d'éthique qui améliorent le fonctionnement d'un État. C'est l'ensemble de ces règles-là, les règles de droit et des règles d'éthique, qui assurent le bon fonctionnement d'un État. On appelle habituellement la bonne gouvernance. C'est-à-dire quand vous respectez ces règles-là, vous pouvez atteindre l'idéal. Parce que la bonne gouvernance n'est pas assise quelque part. C'est pas quelque chose que vous allez prendre. La bonne gouvernance, c'est un idéal. C'est-à-dire, lorsque vous avez établi cet ensemble de règles de droit et d'éthique, et lorsque vous les mettez en application, il y a des indicateurs qui peuvent faire dire à des spécialistes qu'il y a bonne gouvernance ou qu'il n'y a pas bonne gouvernance. Donc c'est un idéal, c'est pas quelque chose de concret, de pratique que vous allez prendre quelque part ou trouver quelque part. Mais c'est un idéal, c'est un peu comme les droits de l'homme. On veut atteindre quelque chose. Donc la bonne gouvernance, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque on procède à des notations des États, on tient compte des indicateurs. Et si ces règles sont réellement et effectivement appliquées dans le pays, et ce sont ces indicateurs-là qui permettent à des spécialistes de dire que dans tel ou tel pays, il y a la bonne gouvernance ou il n'y a pas la bonne gouvernance. Le chef de l'État vous a interpellé lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement sur cet aspect. Parmi les 3 recommandations, il y avait le sens d'exemplarité. C'était quoi? Pourquoi il insiste sur cet aspect? Sur les 3 aspects, il n'y avait pas que l'exemplarité. Oui, il y avait le sens de priorité. Il y avait aussi l'évaluation. Oui. Voilà, parce que dans la bonne gouvernance, il y a également l'évaluation. Parce que vous savez, le grand ensemble, c'est la bonne gouvernance. Et à l'intérieur de la bonne gouvernance, vous avez la lutte contre la corruption, vous avez l'évaluation des politiques publiques, vous avez tout ce qui participe de la bonne gouvernance et tout ce qui participe des règles d'éthique à l'intérieur de la bonne gouvernance. Donc, le chef de l'État a insisté effectivement sur la lutte contre la corruption, qui est un élément en passant par l'exemplarité des membres du gouvernement. C'est pas seulement les membres du gouvernement, l'exemplarité des agents publics. Voilà, de tout ce qui manipule les fonds publics. Bon, l'exemplarité n'est pas seulement face à la manipulation des fonds, même au comportement vis-à-vis des citoyens, des administrés, de la manière dont vous gérez vos collègues, de la manière dont vous gérez vos administrés, de la manière dont vous gérez les syndicats et de la manière dont vous gérez l'administration en général. Donc c'est sur ce plan-là que le chef de l'État a insisté et il a dit qu'il va désormais procéder à des évaluations. C'est-à-dire qu'il va évaluer les projets, ce que nous mettons en place. Il va également évaluer les hommes à travers l'exemplarité. Tout ça, c'est pour rechercher quoi? L'efficacité? C'est pour rechercher l'efficacité et surtout le résultat. Parce que la bonne gouvernance, c'est le résultat. On juge la bonne gouvernance, les indicateurs de la bonne gouvernance doivent reposer sur le résultat. Et quel est l'état actuel de la bonne gouvernance dans notre pays? Vous gérez le dossier depuis plus d'1 an. Nous nous situons où? Vous savez, la bonne gouvernance est transversale. C'est pas seulement dans mon ministère. La bonne gouvernance est partout. Toute l'administration. Même là où vous êtes au studio ici, il y a la bonne gouvernance. Vous voyez. Bon, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons mis déjà un certain nombre de procédures en place. Actuellement, avant de passer à la sanction, il faut d'abord passer par la pédagogie. Il faut apprendre. Parce que ce serait quand même illogique de venir brutalement demander la sanction alors que personne ne sait rien de la bonne gouvernance. Donc, ce que nous essayons de faire ces derniers temps, on veut d'abord, dans le cadre de nos missions, privilégier la pédagogie. C'est-à-dire que nous allons multiplier les séminaires, non seulement aux secrétaires généraux, mais à tous les directeurs généraux, à l'ensemble des agents publics, y compris les agents publics qui sont dans l'administration parlementaire et ceux qui sont dans les collectivités locales. C'est-à-dire que dans les mairies et dans tout ça participe de la bonne gouvernance. Nous avons besoin de la bonne gouvernance à tous ces niveaux-là. Donc, ce n'est que lorsque nous allons terminer avec cette pédagogie que nous allons passer à la sanction. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on vous a déjà dit ce que vous devez faire.
mais nous avons l'impression que vous ne voulez pas le faire. À partir de ce moment, nous serons obligés de sanctionner. Le cadre juridique et répressif est déjà préparé? Le cadre juridique, il est préparé depuis 2003. Il est préparé avec la mise en place de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. On avait déjà préparé le cadre juridique. Il y a eu plusieurs lois, notamment deux. Une loi sur le fonctionnement et une autre loi qui définit les infractions, et ainsi de suite, qui sanctionne la corruption et les infractions assimilées. Monsieur le ministre, par rapport justement avec cette loi de 2003, oui. On a l'impression que le gouvernement n'a pas respecté cette disposition, puisqu'on a vu beaucoup de ministres déjà en activité, mais n'ont pas encore déclaré leurs biens auprès de la commission. Non. Sur ce plan-là, effectivement, nous en avons pris conscience. J'ai demandé à rencontrer Madame Premier ministre pour qu'on demande à tous les ministres, avant de prendre réellement leurs fonctions. Bon, chaque ministre ne viendra pas vous dire que, en prenant la fonction, il a déjà fait la déclaration de ses biens et chacun ne viendra pas vous le dire à la télévision. Mais ce que je sais, c'est que quand le secrétaire général du gouvernement procède à des passations, en même temps, il amène par-devers lui les formulaires qu'il distribue aux membres du gouvernement et qu'il les remplisse immédiatement. Donc, c'est une démarche de la bonne gouvernance. C'est une démarche de la bonne gouvernance. Qui doit être officialisée, publique, parce que les Gabonais doivent quand même voir comment les membres du gouvernement aillent se plier à cet exercice. Bon, nous allons peut-être le faire à travers la presse, mais la loi ne fait pas obligation de le faire à travers la presse. Est-ce qu'il y a une traçabilité? Il y a la traçabilité. La loi de 2003, elle dit que tout dépositaire de l'autorité de l'État est astreint à l'obligation de déclarer ses biens avant son entrée en fonction, tous les 3 ans pendant qu'il est en fonction et au moment de la cessation de ses fonctions. Bon, celui qui entre, je viens de vous dire ce qui se passe habituellement, c'est que quand on fait les passations de service, le secrétaire général du gouvernement prend soin de distribuer en même temps les formulaires. Parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons déjà récupéré les formulaires au niveau de la commission. Donc on remet ça directement aux membres du gouvernement quand ils prennent les fonctions, parce que la prise de fonction se fait à travers les passations de charges. Donc je suis convaincu, je ne peux pas demander à chacun, mais je sais que c'est ce qui se passe habituellement. Ceux qui rentrent pour la première fois, on leur remet ce formulaire, ils le remplissent et ils vont le déposer à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est elle qui le reçoit et le met sous enveloppe scellée, pour qu'on s'assure un peu de l'évolution de votre patrimoine et voir si réellement ce patrimoine correspond à vos revenus réels. Bon, tous les 3 ans. Et à la fin, lorsque vous êtes démis de vos fonctions, avant de partir également, c'est-à-dire que lorsque vous faites la passation, parce que ce qui matérialise la démission, ce n'est pas seulement le décret, mais c'est quand vous faites la passation maintenant, vous remettez le ministère à un autre ministre. C'est à ce moment-là que vous devez également faire votre déclaration pour dire qu'aujourd'hui je cesse les fonctions, voilà ce que j'ai eu comme bien. Et le secrétaire général du gouvernement, lorsqu'il fait cette passation, il s'assure également que celui qui part a déjà rempli son formulaire de déclaration des biens. Donc voilà un peu comment ça se passe dans la pratique. Monsieur le ministre, une petite précision. Il s'agit des biens publics. Oui. Mais lorsqu'on déclare, il y a aussi une partie des biens privés. Non. Je vais vous dire ce que la loi dit dans la déclaration. Dans la déclaration, vous devez déclarer les biens meubles et immeubles qui vous appartiennent, vous. Biens privés, vos propres biens. Ce qui est transmis à travers les passations de services, ce sont généralement les biens du ministère, les meubles du ministère, plus les dossiers du ministère. Ça n'a rien à voir avec la déclaration de biens. Ça, on ne met pas ça dans la déclaration de biens. Non, c'est cette passation que nous avons l'habitude de couvrir et de voir dans la passation. Mais la passation, traçabilité au niveau des biens particuliers, la déclaration les Gabonais s'interrogent. La déclaration de biens, elle ne fait pas l'objet d'une publicité. La loi ne le prévoit pas encore, même en France. Ce qui se fait aujourd'hui à la suite d'un avis du Conseil de l'Europe, seulement en Europe, un avis du Conseil de l'Europe qui a demandé à ce que les États prennent des dispositions pour publier les déclarations de biens. Et vous voyez, bon, mais le problème qui se pose, c'est qu'on risque de tomber sous le coup de l'atteinte à la vie privée. Parce que ce qui est mis dans cette déclaration, il y a beaucoup de vie privée. Vous avez là-dedans les biens meubles et immeubles qui vous appartiennent. Les biens meubles et immeubles qui appartiennent à votre épouse. Les biens meubles et immeubles qui appartiennent à vos enfants mineurs. Vous voyez, il y a beaucoup de secrets dedans. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière publique. Il faut sécuriser ce type d'information. Il faut sécuriser l'information. Mais, petit à petit, le Conseil de l'Europe demande aux États actuellement d'essayer de faire un effort pour faire en sorte que ces déclarations de biens soient rendues publiques.
Mais il se pose un problème de droit de l'homme, c'est l'atteinte à la vie privée. Donc ce qui se fait, on donne à une commission qui a prêté serment et qui est chargée d'analyser ces choses. Si elle trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques, à partir de ce moment, la commission ouvre une enquête, demande au procureur de la République de faire une enquête pour savoir exactement pourquoi il n'y a pas de cohérence dans telle ou telle déclaration. Alors finalement, quelle relation y a-t-il entre vous qui êtes le patron du ministère en charge de la promotion de la lutte contre la corruption, et la commission nationale de lutte contre la corruption? Moi, je préfère passer par exemple, vous allez comprendre très vite. D'accord. La commission, c'est une autorité administrative indépendante. Une autorité administrative indépendante. Vous, par exemple, une autorité administrative indépendante, elle collabore avec le ministère. Elle est chargée de l'exécution et nous sommes chargés de mettre en place les politiques publiques. C'est nous qui définissons les politiques, les grandes orientations, on définit les politiques. Donc, je disais que il suffit de vous prendre votre propre exemple, le ministère de la Communication et Gabon Première. Gabon Première est devenu un EPIC. Effectivement. Mais voilà. Nous, c'est Radio Gabon. Radio Gabon. Oui. Pareil, comme Radio Gabon, je crois que vous êtes Non, nous sommes un EPA. Ah, vous êtes EPA. Oui. Ah, ouais. Mais c'est le cas de Gabon Première Télévision. Voilà. Donc, c'est une institution qui a une autonomie de gestion. Et le ministère de la Communication définit les politiques publiques. Ce n'est plus le ministère de la Communication qui gère Gabon Première. Donc, c'est pas nous qui gérons la commission. La commission est une autorité administrative indépendante. Mais les politiques publiques, les nominations, tout ce qui se passe par décret, les gens qui les représentent au niveau du gouvernement, s'ils ont des observations à faire, s'ils veulent faire quelque chose auprès du gouvernement, le relais, c'est le ministre de la lutte contre la corruption. Comme vous avez votre relais, c'est le ministre de la Communication. Donc c'est un peu comme ça. Pourquoi? Parce que la commission est un organe judiciaire. Il procède aux enquêtes et il saisit le procureur de la République. Ce sont les officiers de police judiciaire spéciaux qui sont établis par la loi. Ils font le même travail que les agents et les officiers de police judiciaire. Ils font des enquêtes. Donc ils relèvent du pouvoir judiciaire. Or nous sommes du pouvoir exécutif. Donc nous ne pouvons pas gérer en raison de la séparation. En raison de la séparation des pouvoirs. Ils sont du pouvoir judiciaire, puisqu'ils sont chargés de faire des enquêtes et d'amener la personne vers la sanction, c'est-à-dire d'amener au tribunal. Et nous sommes là pour définir les politiques publiques, comment la politique de la lutte contre la corruption doit fonctionner. Quelles sont les grandes orientations? Quelles sont les stratégies de lutte contre la corruption? Parce que au sein de ces stratégies, on n'a pas que la commission de lutte contre la corruption comme autorité administrative indépendante, il y a aussi la NIF, l'agence qui lutte contre le blanchiment d'argent, l'agence nationale d'investigation financière. Donc c'est aussi un organe d'exécution qui est chargé de vérifier les mouvements et de contrôler les cas de blanchiment d'argent. Donc il y a beaucoup d'organes comme ça qui travaillent avec le ministère. Le ministère ne donne que les grandes orientations. C'est le ministère qui prépare les textes, c'est le ministère qui prépare le reste. Voilà, Monsieur le ministre, les Gabonais vous ont surtout remarqué lorsque vous avez touché leur cœur en demandant aux Gabonais qui connaissaient les corrompus de les dénoncer. Je crois que c'est ce qui commence à se faire puisque vous avez déjà plusieurs dossiers. Nous avons déjà plusieurs dossiers que nous commençons maintenant à exécuter, à examiner. Et vous allez voir au fur et à mesure tous ceux qui se livrent à ce genre de pratiques, ils vont être pris par la justice. Et nous sommes en train d'examiner minutieusement tous les dossiers, un à un. Et nous allons vous informer. Nous n'allons pas anticiper sur la décision du juge, mais nous allons tout simplement vous dire que nous avons de bons éléments qui laissent croire qu'il y a eu infraction pénale quelque part et que ces personnes-là doivent être poursuivies. On demande l'ouverture d'une enquête. Je pense que ça reste conforme à ce que j'avais dit. Ce que j'avais dit dans ma déclaration, que nous allons poursuivre tout le monde, tout ce qui se livre. Et que ce serait un engagement personnel. Un engagement personnel, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc on peut dire que les supposés corrompus ne seront plus en paix dans leur sommeil, comme vous l'avez dit. Mais bien sûr. Actuellement, est-ce qu'ils sont encore en paix? Avec ce qui s'est déjà passé, vous-même vous voyez qu'ils ne sont plus en paix. Monsieur le ministre, qui est corrompu? Parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont dans quelle tranche de la société, dans quelle cible? C'est qui la cible? Les corrompus sont où? Non, madame, le corrompu, c'est-à-dire que ex nihilo, de façon théorique, vous ne pouvez pas déterminer que tel est corrompu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous faisons, c'est que si nous constatons qu'il y a des faits qui laissent croire
qu'il y a eu commission d'une infraction pénale, on demande à la justice. Mais la confirmation de la qualité de corrompu ou de corrupteur, elle ne peut être faite que par la justice, à la suite d'une décision de justice qui condamne ces personnes. Donc, on ne peut véritablement être traité de corrompu. On ne peut pas de ex nihilo décider que tel est corrompu. C'est à la suite d'une décision, d'une condamnation définitive qu'on détermine que la personne est corrompue. Est-ce qu'il y a une classification? Par exemple, grand corrompu, corrompu moyen. Un corrompu, c'est un corrompu, mais il y a quand même certaines études, notamment les sociologues qui essaient de faire des études là-dessus. Il y a aussi des professeurs de droit qui essaient de faire des analyses. Ce qui est évident, c'est que le petit corrompu, c'est celui qui a été quand même condamné pour un cas de corruption assez léger. Et celui qui est condamné pour un grand cas de corruption, c'est un grand corrompu. Donc je crois qu'on tient compte de la gravité de l'infraction et de la gravité et de la sévérité de la sanction. C'est-à-dire que le corrompu qui est condamné à 2 mois d'emprisonnement n'a pas le même poids que le corrompu qui est condamné à la réclusion criminelle ou à mort. Donc, la peine de mort n'existe plus. Donc, à la réclusion criminelle. Donc, c'est un peu cette classification, mais ça n'a rien de juridique. C'est une classification d'école. C'est tout simplement des écoles qui essaient de classifier les corrompus. Mais généralement, les corrompus, les plus grands corrompus sont ce qu'on appelle les corrompus en col blanc. Les cols blancs, c'est vraiment les hommes d'affaires, les affairistes, ce qu'on appelle les corrompus en col blanc. Les membres du gouvernement. Voilà, les membres du gouvernement, tout le reste, ce sont les grands corrompus. Mais la corruption, c'est une interaction entre 2 parties ou plusieurs. Souvent, on parle dans votre langage de corruption active et pour corruption passive. Oui, et vous mettez l'accent sur les corrompus. Et que fait-on des corrupteurs? Non. C'est-à-dire que, je vous ai dit que je suis professeur d'université, il y a les termes judiciaires et les termes universitaires. Le terme judiciaire qu'emploie la loi, c'est la corruption active et la corruption passive. Mais dans le langage commun, on les considère comme des corrompus. Tous sont des corrompus. Dans le langage commun, tous ceux qui se livrent à la corruption sont des corrompus. Mais ça, c'est la définition générale. Mais si vous prenez maintenant stricto sensu, comme le veut la loi parle de corruption active pour celui qui propose la corruption et corruption passive pour celui qui reçoit les fruits de la corruption. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, comme notre rôle, c'est d'abord de lutter contre la corruption de la finance publique. Or, dans la finance publique, il y a beaucoup plus la corruption passive. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus dans la notion de corrompu. Parce que nous, on lutte contre la corruption dans la fonction publique, c'est-à-dire la corruption de l'argent public. Or, dans la corruption de l'argent public, la majorité des gens que nous voulons vous remettre sur le chemin, ce sont on peut les traiter de corrompus parce que c'est souvent la corruption active et passive. Ils reçoivent, les fonctionnaires reçoivent. Les fonctionnaires ne se livrent pas beaucoup à la corruption active. Ils sont beaucoup plus dans les agents publics sont beaucoup plus dans la corruption passive parce qu'ils reçoivent. Ils reçoivent des cadeaux, ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent des ristournes. Voilà, c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur la notion de corrompu. Donc, il y a une notion juridique et une notion générique, globale, qui est le corrompu. Parce que généralement, dans la rue, quand vous trouvez quand les gens parlent, ils vont pas vous dire que c'est le corrupteur. Ils vous disent toujours, c'est un corrompu, laisse-moi tranquille, c'est un corrompu. Monsieur le ministre, justement, on connaissait Maître Nkeya comme grand avocat. C'est pas moi qui le dis, c'est connu. Mais depuis quand avez-vous adhéré au Parti démocratique gabonais? Moi, je suis rentré au Parti démocratique gabonais en 2007. Et moi, j'ai commencé par le bas, tout en étant avocat. J'ai commencé par le bas, j'ai commencé par être membre du Conseil national. Et à l'époque du feu président Omar Bongo. Et 1 an après, j'ai été élu sénateur PDG. 1 an après, c'est-à-dire en 2008, j'ai été élu sénateur PDG. Vous ne pouvez pas être élu sénateur PDG sans être du parti. Vous voyez, donc, j'ai passé 5 ans au Sénat. J'étais 5e vice-président du Sénat. J'ai passé 5 ans. Donc, même étant au barreau, vous étiez avocat militant. Voilà, j'étais avocat. J'ai toujours été avocat militant. Donc, ça devrait vraiment pas poser de problème. Et je vous dis très bien que j'ai commencé par le bas. Je n'ai pas commencé directement par le sommet.
Et aujourd'hui, vous êtes, on peut dire, la première personnalité politique du Wolentem. Vous êtes membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le compte de cette province. Et nous constatons, après avoir reçu ici un autre cadre de ce parti, de la province du Wolentem, qui nous a fait état de la conception traditionnaliste de la femme qui n'avait pas droit au pouvoir et qu'il aurait commis une étude qui montre qu'effectivement les notables, les cadres du Wolentem n'étaient pas vraiment pour la promotion de la femme, disons les choses. Et lorsqu'on voit la nouvelle composition du gouvernement, il n'y a aucune femme du Wolentem. Est-ce qu'on peut dire que c'est de votre faute, la faute de la hiérarchie pédégiste du Wolentem? Mais celui qui vous le dit, moi je pense qu'il n'a pas fait une étude et il n'a même pas suffisamment réfléchi. Parce que la province du Wolentem est une province agricole. Et les personnes qui sont au centre de l'agriculture, ce sont les femmes. Quand vous allez dans le Wolentem, vous passez dans les villages la journée, vous allez trouver les hommes assis au corps de garde, soit en train de tisser des lianes, soit en train de raconter. Vous passez un peu vers 15 heures, c'est la situation. Vers 17 heures, vous allez voir comment les femmes sortent de la forêt avec des paniers remplis pour venir nourrir les gens au village. Donc en fait, la femme, c'est l'élément central de la vie dans le Wolentem. Parce que c'est elle qui est au centre de l'agriculture. Et quand elle rentre le soir, c'est elle qui vous amène là à manger. Elle fait à manger de 17h jusqu'à 19h. Elle donne à manger à son mari, elle donne à manger à ses enfants. Le mari est là. On a même l'impression que ce sont les femmes qui nous gardent dans le Wolentem. Donc le Wolentem, c'est une province qui a beaucoup de respect pour la femme et qui reconnaît le statut de la femme. Bon, mais pour ce qui est du gouvernement, c'est le président de la République qui apprécie avec le Premier ministre. Mais ce que les gens oublient, c'est que en 2016, 2017, 2008, il y avait dans le Wolentem que des femmes. J'étais le seul homme en 2016, jusque je crois en 2019. Il y avait que des femmes. Donc le Wolentem a toujours eu des femmes. Bon, si cette fois-ci le chef de l'État n'a pas trouvé ou alors n'a pas décidé de mettre une femme, moi je ne crois pas qu'on peut nous faire ce reproche au niveau du Wolentem. Nous avons toujours considéré les femmes. Au moment où on parle de la décennie de la femme et que l'on mette toute une province, que des hommes sans une partie, le respect de la pro-genre, ça pose quand même problème. Non, la décennie de la femme n'a pas commencé aujourd'hui. Elle existe depuis longtemps, c'est depuis 2015. Elle veut peut-être évoquer une question de parité. De parité, qui doit être permanente. C'est pas par étapes. Vous savez, en politique, il y a beaucoup de considérations. C'est tout le problème. J'ai même retrouvé cette situation un peu dans la recherche universitaire. Même dans les concours d'agrégation, on nous demande de tenir compte du genre. Mais il est arrivé que certains jurys soient de mauvaise qualité parce qu'on a forcé le genre. On ne doit pas aussi forcer le genre. Si on ne le trouve pas quelque part, on le prend ailleurs. Vous voyez, à un moment donné, le chef de l'État lui-même, il a ses orientations. Il a les orientations, il a les raisons pour lesquelles. Et s'il ne trouve pas la personne indiquée, il peut effectivement les prendre ailleurs. Dans d'autres secteurs, pas forcément dans le gouvernement. Voilà, dans d'autres secteurs. Voilà. Ouais, donc, c'est un peu ça. Nous avons beaucoup de considération pour le genre, mais il s'est trouvé que cette fois-ci, la personne qui décide n'a pas trouvé logique de placer une femme dans la province du Wolentem. Oui, le temps qui nous est imparti, nous allons quand même accorder quelques secondes au ministre pour revenir un peu sur la politique de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous dites aux Gabonais? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce combat, de votre combat? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes vraiment déterminés, pas en tant qu'individu, mais c'est le gouvernement et le président de la République. Le président de la République est déterminé à lutter contre la corruption. Donc, nous sommes véritablement déterminés, pas à titre individuel, mais c'est une détermination qui bénéficie de l'onction du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est lui qui est déterminé. Et nous ne faisons que mettre en musique ces grandes orientations. Je vous remercie. Chers auditeurs, tout est bien qui finit bien. L'émission Gabon Politique s'achève pour aujourd'hui. Nous étions avec Maître Francine Keya, le ministre qui est chargé de faire la promotion de la bonne gouvernance et de lutter contre le fléau de la corruption dans notre pays.
un mal qui freine considérablement le développement social, économique et politique du projet de société du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba qui, sur un ton ferme, avait martelé, je le cite, « Il est capital pour notre nation d'en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos institutions. » C'est dire que le ministre Nkeya a du pain sur la planche. Monsieur le ministre, merci d'avoir honoré notre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Cette émission a été réalisée par Julien Makita, la supervision de Bertrand Ebiagangwe. À mardi prochain avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.